Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, mais cette fois-ci est de nouveau sous la forme de micro-formats, de petits formats qui sont initialement destinés à mon TikTok et qui me permettent de parler avec vous des films et des séries dont je n'ai pas le temps de parler sur la chaîne et auxquels je n'ai pas eu le temps de dédier une grosse vidéo. Ça me permet déjà d'évoquer ces films et ces séries avec vous et qu'on puisse en discuter en commentaire. Ça me permet aussi de couvrir un plus large spectre des sorties cinéma et plateformes avec vous. Donc vous le verrez, le format est un petit peu différent, mais vous êtes habitués parce que je vous l'avais déjà proposé pour Halloween et lors des rattrapages 2023. Vous avez ici la suite et la fin des rattrapages 2023 ainsi que le début de l'année 2024 avec notamment quelques petits films qui me faisaient envie au cinéma. Donc si vous appréciez ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez eu un de ces films, une de ces séries, même chose, j'attends vos avis en commentaire pour qu'on puisse échanger dessous. De toute façon, je lis tous les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. Servez-vous un grand café, un verre d'eau, la boisson de votre choix. Et moi je ne vous embête pas plus et je vous laisse dès à présent avec le premier rattrapage de la vidéo, un petit film à pas piquer des hannetons comme on dit chez nous. Allez, on se retrouve après générique. Nous allons parler d'un film français. Comme quoi en fait des films français j'en vois assez souvent au final. J'ai pas souvent l'occasion d'en parler dans une grosse vidéo parce que c'est pas forcément des films que j'attends particulièrement ou sur lesquels j'ai beaucoup de choses à dire, mais j'aime bien aller découvrir le cinéma français en salle. J'étais d'ailleurs plutôt enthousiaste pour le film dont on parle aujourd'hui parce que la bande-annonce m'avait plutôt fait envie alors que le casting n'était pas vraiment ma came à la base. C'est le film Soudain seul. Ce film est sorti le 6 décembre 2023, donc c'est plutôt récent. Il dure 1h50, qui est une durée tout à fait dans les clous en ce moment, et c'est un film de type survie. En tout cas moi c'est comme ça que je les appelle. J'aime beaucoup ce genre de films comme Everest, comme Fall, comme 127 heures. J'aime bien ces films où en fait on est suspendu non pas au réalisme du film, non pas au caractère des personnages, mais à un seul élément qui est l'élément central du film, qui est la survie dans un milieu hostile ou dans une situation complexe, voire quasiment inextricable. On pense au film 127 heures avec le mec là qui a le bras coincé sous le caillou. J'aime bien ce genre de film, je les trouve vraiment intéressants, puis j'aime bien le côté survie. Ça doit être toutes les années que j'ai passé dans ma jeunesse à regarder les épisodes de Man vs Wild, et ben là on est un petit peu dans un Man vs Wild, sauf qu'on suit Ben et Laura qui ont décidé de faire un tour du monde sur leur voilier, sauf qu'avant d'atteindre l'Amérique du Sud, ils décident de faire un petit détour pour découvrir une île perdue, totalement sauvage à côté des côtes antarctiques. Mais alors qu'ils sont en pleine exploration sur l'île, une tempête arrivée plus vite que prévu va faire disparaître mystérieusement leur bateau et c'est éloigné de tout qu'ils vont devoir faire face ensemble à l'hiver qui s'annonce et à un monde hostile auquel ils n'ont jusqu'alors jamais été confrontés. Donc si on rentre dans le vif du sujet, j'ai passé plutôt un bon moment devant le film. Après, je dois dès à présent vous dire que j'ai trouvé le défaut habituel des films français et c'est le principal défaut que je reprocherai au film. Au lieu de nous traiter de survie, ils nous traitent de problèmes de couple. Et franchement, j'étais pas là pour ça. Alors oui, il y a cet intérêt supplémentaire. Habituellement, les gens qui survivent sont seuls ou alors c'est un groupe d'amis dans une forêt et là ça tourne au film d'horreur. Là, c'est intéressant de nous avoir présenté un couple, mais on nous parle de problématiques d'enfants, de leurs problèmes de couple, de tromperie, de machin. Je m'en contrefiche! Ce qui m'intéresse, c'est la survie sur une île, c'est comme ça que vous m'avez vendu votre film. Arrêtez de tourner 15 fois autour du pot. Et ça, c'est en plus renforcé par le fait que, si j'étais de base pas convaincue par l'acting, c'est pas ce film qui va me réconcilier avec Mélanie Thierry et surtout avec Gilles Lellouche. J'ai vraiment du mal avec son travail en tant qu'acteur. D'une manière générale, l'acting à la française, c'est pas vraiment ce qui me séduit le plus, mais il y a des acteurs que j'apprécie. Mais Gilles Lellouche, j'ai vraiment du mal. André qui fait une sorte de Jean Dujardin, mais version un petit peu plus campagnard. Je sais pas trop comment qualifier ça, mais j'accroche pas du tout. Et alors là, dans ce film, il est clairement pas à son meilleur. Les deux acteurs, en fait, j'ai l'impression que leurs interactions sont très artificielles et ça gâche des scènes qui pourraient être très percutantes. Je pense juste au début du film, quand le bateau a disparu. C'est censé être un moment d'extrême angoisse où on va essayer de se rassurer et de se dire ça va le faire, comme dans tout film de ce style-là. Je pense récemment au film Folle que j'ai regardé, où on suit deux jeunes filles qui sont meilleures amies, et elles arrivent vraiment à mettre en place ce moment où autour de nous, tout s'écroule, mais on essaye quand même de maintenir en fait, et de faire comme si ça allait bien se passer. Et ben dans ce film-là, ça ne matche pas du tout, et c'est vraiment dommage. En plus de ça, le film n'est pas du tout réaliste, alors c'est pas ce qu'on lui demande, mais il y a quand même des scènes où tu sors du film en te disant
c'est pas possible. À la fin du film, aux choix qui sont faits par certains personnages à la fin du film où toi t'es là en mode mais qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi! Ou alors, ah, Janine est morte, et en fait non. Donc il y a quand même des incohérences, il y a quand même ce jeu d'acteur, et il y a quand même évidemment ce côté social, relation toxique qui n'a rien à faire là. Mais ça m'a pas empêché de passer un bon moment, c'était loin d'être exceptionnel, mais c'était très correct. Et bah je vous le recommande pour une petite soirée tranquilloute. Voilà, une petite soirée tranquilloute, le film passe bien. Les paysages sont absolument sublimes. Ils ont tourné en Islande il me semble, et c'est magnifique. Donc de ce côté-là, très très beau choix. Malheureusement c'est un petit peu gâché par le jeu d'acteur, mais voilà, ça arrive. On va parler film d'horreur, je sais, je ne vous surprends pas, et il est temps de parler d'une catégorie particulière de films d'horreur que j'apprécie, et à laquelle on a droit généralement qu'en fin d'année, c'est la catégorie des films d'horreur qui se passent pendant les fêtes de fin d'année. On a des films d'horreur autour du Père Noël et de Noël, on a des films d'horreur autour du Nouvel An, des réunions de famille, et également autour d'une fête qu'on n'a pas trop en France, mais qu'ils ont beaucoup aux États-Unis, la fête de Thanksgiving. Et bien le film dont on parle aujourd'hui s'intitule justement Thanksgiving, la semaine de l'horreur, et il est sorti le 29 novembre 2023. Ce film de 1h46 se présente à la fois comme un film d'horreur et comme un thriller. Je rajouterais un slasher puisqu'il a vraiment les codes de ces films avec un espèce de tueur fou qui s'en prend à un groupe d'amis. On aime beaucoup ce genre de film, c'est totalement empreint de culture américaine et je trouve que ça colle plutôt bien avec la thématique de Thanksgiving. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été intriguée par le film lorsque j'ai vu qu'il était à l'affiche. De plus, le synopsis insinue un petit côté un petit peu comique dans ce film puisque c'est après un Black Friday tragique dans un magasin d'une petite ville qu'un tueur fou viendrait se venger des personnes qui ont été mêlées à cet événement lors des festivités de Thanksgiving. Et alors, pour le côté Black Friday, j'ai pas été déçue puisque la scène d'ouverture du film, c'est ce fameux Black Friday qui tourne mal et franchement la scène d'ouverture du film, c'est une pépite de second degré et d'humour noir et de petites dénonciations très discrètes. Je rigole, hein, c'est pas du tout subtil, du consumérisme, du capitalisme, etc. Franchement, le début de film est juste pépite. J'étais morte de rire, il y a un côté caustique, il y a un côté cynique, il y a un côté humour noir, j'ai adoré. Malheureusement, c'est pas le cas du reste du film. Pour le reste du film, on est vraiment dans un slasher archi classique qui se déroule dans la petite ville américaine comme on a pu en voir 500 000 autres dans les films. Les héros sont évidemment très stéréotypés, le beau gosse, la meuf populaire, les histoires de couple, la copine pas très futée, enfin vraiment, on a toujours les mêmes personnages. La révélation autour du tueur, je l'ai pas trouvée particulièrement imprévisible, pas forcément qu'elle est bien emmenée d'ailleurs. Le rôle des médias est également assez classique, les journalistes sont montrés comme ils sont toujours montrés dans ce genre de film, donc le film est vraiment totalement ancré dans les codes de son genre. Je pense pas que leur but d'ailleurs ça ait été de sortir des sentiers battus et de proposer quelque chose d'original, mais je trouve ça un petit peu dommage quand même. Ça aurait été sympa déjà de parler un petit peu plus de Thanksgiving et de la fête en elle-même. Ça aurait pu être bien d'essayer d'être un peu surprenant au niveau du tueur, ou de donner des méthodes d'exécution un petit peu surprenantes, voire même peut-être s'enfoncer plus dans le gore. Le film propose quand même quelques scènes, il y a d'ailleurs deux adolescentes mal éduquées qui ont commencé dès le début du film à faire des commentaires qu'on avait des trucs un petit peu dégueux, je me suis fâchée et elles ont arrêté, petite fierté personnelle. Donc ils auraient peut-être pu aller plus loin dans le gore, en tout cas pour donner plus d'identité à ce film qui ressemble finalement à tous les autres films du genre. Après j'ai quand même passé un moment très sympathique, mais je pense que s'il y a bien une chose qui vaut le détour dans ce film, c'est sa scène d'introduction. On a certains films comme ça qui ont des super scènes d'introduction, je pense au film Idiocratie, je pense à Lord of War, je pense au Charlie à la chocolaterie de Tim Burton, on a quelques très belles scènes d'introduction, et ben bien qu'on soit pas à la hauteur de celles que j'ai citées, je trouve que celle-ci autour du Black Friday, elle ajoute vraiment quelque chose. Si jamais il y a bien un élément qui m'encouragerait à vous recommander le film, c'est cette scène d'introduction, c'est vraiment l'anticapitalisme tourné façon gore. J'ai trouvé ça fun, ça m'a fait rire, d'une manière générale, j'ai passé un bon moment. Et on a eu quelques jolies petites sorties en cette fin de mois de décembre, notamment une sortie horreur qui m'a pas mal intriguée, c'est le film Follow Dead. Sorti le 13 décembre 2023, ce film dure 1h34, donc sur la durée, j'ai rien à dire, vous savez, 1h30, 1h40, c'est parfait pour un film d'horreur. Alors il n'était pas disponible partout, la diffusion était assez erratique, en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai essayé de le voir en salle, mais j'ai réussi à choper une séance et j'ai vécu une expérience étrange, dirons-nous. Le film raconte l'histoire de Adam Ellis, un employé de BuzzFeed, oui, le BuzzFeed de internet, qui est créateur de contenu sur les réseaux sociaux, il dessine des petites BD humoristiques, et il va se mettre à raconter sur les 10 réseaux qu'il est tenté
par le fantôme d'un enfant qui vivrait dans son appartement et qui aurait commencé à apparaître suite au fait qu'il ait été followé par un étrange compte sur Twitter, un compte qui s'appellerait Dear David. Alors l'histoire du film, elle est inspirée d'un vrai thread qui est sorti en 2018, donc sur Twitter, actuellement X, mais personnellement je continue à dire Twitter, et qui avait un petit peu défrayé la chronique autour de ce qui va devenir une creepypasta, donc une histoire inquiétante du web, qu'on appelle communément la creepypasta de Dear David, qui serait un compte sur les réseaux sociaux qui, après qu'il se soit abonné à toi, viendrait te hanter, et il faudrait surtout pas lui poser plus de 3 questions, parce qu'après il risquerait de venir chez toi pour provoquer ta mort. Et le film s'inspire de cette creepypasta d'une façon étrange. En fait, en soi, si le film avait été un film fan-made, un film amateur que j'avais trouvé sur internet, j'aurais été bluffée par le nombre d'idées foisonnantes qu'ils ont eues, qui se tiennent pas les unes par rapport aux autres, ils arrivent pas vraiment à trouver une ligne directrice dans le film, mais il faut reconnaître qu'il y a des idées là derrière, ils ont été inspirés par cette creepypasta. Mais malheureusement, ce film n'est pas un film amateur. Et franchement, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Les effets spéciaux, tout d'abord. Des fois, ça va très bien, les intégrations de messages, notamment le début du film où on suit ce personnage qui traverse la ville de New York et qui reçoit ses messages, un petit peu comme notre quotidien en fait. On le voit marcher, mais ce que lui voit, c'est son contenu et la consultation de ses réseaux sociaux. D'autres moments où il y a des espèces de superpositions d'images, comme des glitches, alors ça fait pas du tout sens dans le scénario et ça donne ce côté farfouillis, mais c'est pas mal fait. Mais on a aussi des effets spéciaux absolument immondes, surtout sur la fin du film et autour de la dite créature, on va dire, la bébête. Puis même au niveau de l'histoire, ça va pas du tout, ils partent dans trop de directions différentes. En fait, on sent que le film a pas du tout su se canaliser et il a pas du tout su faire des choix. Ils ont mis tout ce qu'ils avaient sur la table, quitte à ce que ce soit réalisé un petit peu par-dessus la jambe. J'ai vraiment vécu des scènes d'un certain malaise par rapport à la qualité du film. Je sais que je peux paraître un peu dure, mais vraiment en salle, j'étais pas du tout convaincue et la plupart des gens qui étaient dans la pièce avec moi ont commencé à se détourner du film. Il y a eu de plus en plus de bavardage, il y a eu de plus en plus de chuchotements à mesure que la séance avançait parce que je pense qu'on était pas du tout dans le truc, hein. Même moi j'étais pas du tout dans le truc, mais en tout cas je vais me permettre de pas forcément vous le recommander en salle. Moi je suis allée dans un petit cinéma de quartier qui m'a pas coûté cher, mais franchement si c'est une séance dans un gros multiplex à 14 balles, ça vaut pas du tout le coup, c'est pas un bon film. Après si vous voulez voir un petit peu de quoi ça a l'air, attendez qu'il arrive sur plateforme par exemple. Après voilà, il y a des idées, mais waouh, non, enfin ouais, non, ça allait pas du tout, voilà, faut dire les choses, ça allait pas du tout. Donc bon, vous savez ce que c'est dans l'horreur, des fois on tombe sur des pépites, mais la plupart du temps, pas du tout, et là c'était plutôt du pas du tout. Si vous avez besoin d'une sortie feel good en ce début d'année 2024, je ne peux que vous recommander une sortie Netflix de toute fin d'année. On a en plus également le behind the scene qui est disponible, c'est la mini-série La réceptionniste Pokémon. Réalisée avec donc évidemment la Pokémon Company, cette mini-série est en stop motion, je pense que vous le savez, j'adore la stop motion, c'est cette méthode où on utilise du tissu, de la pâte à modeler et où on anime nos personnages photo après photo pour qu'ils bougent à l'écran, c'est juste magnifique. Après, je préfère vous prévenir direct, la série Réceptionniste Pokémon qui est hyper feel good, hyper adorable, elle ne compte que 4 épisodes et ce sont des mini-épisodes puisqu'ils ne durent que 15 minutes chacun. Vous en avez donc pour 1 heure de visionnage. Vous allez suivre Haru, une jeune femme qui a quitté son travail de salary woman, vous savez, dans ces grandes entreprises japonaises avec beaucoup de pression, costard tous les jours, etc., pour devenir réceptionniste dans un hôtel destiné aux humains, mais surtout aux Pokémon, qu'ils soient sauvages ou avec leur dresseur. Et en fait, on va suivre Haru dans ses aventures, dans sa façon de s'acclimater à l'hôtel et surtout découvrir tout un tas de petits Pokémon trop mignons qui sont faits avec de la feutrine, qui sont faits avec des bouts de... Non, qui sont faits avec des bouts de tissu, qui sont faits avec de la pâte à modeler. Bref, on adore. Un petit peu déçue. Oui, tu peux sortir, c'est ouvert. Alors si vous l'avez compris, j'ai un petit peu été déçue par la longueur. Vu que c'est de la stop motion, je sais que ça prend beaucoup de temps à produire pour une durée bien moindre pour de l'animation numérique par exemple. Donc je m'attendais pas non plus à des épisodes hyper longs, mais je vous avoue que je m'attendais à des épisodes de 10-15 minutes et en avoir au moins 7 ou 8 comme d'habitude sur Netflix. Mais ça n'empêche pas que j'ai passé un super moment plein de bonnes ondes, plein de détente. En fait, j'ai été projetée sur cette île paradisiaque au milieu de ces petits animaux mignons et tout est juste trop chou. Mais on a quand même, c'est vrai, au bout de ces 4 épisodes, un petit sentiment d'inachevé. On a envie de retourner suivre Haru dans ses aventures sur l'île. On a envie de savoir si elle va avoir une romance avec Tyler. On a envie de savoir comment elle va s'entendre avec les Pokémon de l'île et surtout on a envie de voir plus de Pokémon. Ils ont misé, bien évidemment, vous en doutez, sur les classiques, même si on a quelques Pokémon originaux qui apparaissent et ça fait
fait plaisir, mais j'aimerais vraiment voir plus. Donc j'espère que ce partenariat entre Netflix et Pokémon Company va être durable et qu'ils vont nous proposer plus de choses en stop motion. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse sur Netflix et la stop motion. On a quelques grands studios de stop motion aujourd'hui dans le monde qui font de très très beaux films, mais c'est vrai que ce sont des productions qui demandent un énorme investissement en temps et en artisan derrière. Ce sont des films qui sont très exigeants au niveau de l'investissement qui est fait dessus, et je trouve très intéressant et très appréciable qu'une plateforme de streaming comme Netflix ait décidé d'investir, alors pas uniquement, mais quand même, sur des productions en stop motion. Ils nous ont proposé pas mal sur la plateforme. Ruby tombée du nid que j'avais beaucoup aimé, évidemment Wendell et Wild qui est sorti l'année dernière, même si je l'avais pas beaucoup aimé, la stop motion était superbe. La maison qui était magnifique, donc on a quelques petites pépites en stop motion qui sortent sur cette plateforme et ça me fait très plaisir qui mise quand même également sur cette méthode d'animation. Voilà, c'est tout pour la réceptionniste Pokémon. Si vous avez besoin d'un petit moment feel good, tout doux, tout mignon, et ben vous avez 1 heure d'épisode devant vous pour vous relaxer sur une île au milieu des Pokémon. Et pour prolonger la magie, vous avez le behind the scene, voir toutes les petites mains et tous les artisans qui ont travaillé derrière ce film et la méthode de la stop motion prendre vie. C'est toujours un émerveillement pour moi, donc c'est ma petite recommandation du jour. L'année 2023 a été plutôt riche en films français, on a d'ailleurs beaucoup parlé sur ce petit format et également sur la chaîne. On a eu plein de films en dehors de la comédie et des drames qui sont quand même très souvent présents dans le cinéma français, et notamment quelques films de fantasy SF, et c'est de l'un d'eux dont je vais vous parler aujourd'hui. Le 20 septembre 2023 sortait un film qui m'intriguait beaucoup et qui était assez prometteur, notamment parce qu'il était l'adaptation sous la forme d'un long métrage, d'un court métrage préalablement réalisé par le même réal, qui est Just Philippot. C'est le film Acide. Acide dure 1h40, il est sorti le 20 septembre 2023 et c'est donc un film que j'appellerais post-apocalyptique ou film catastrophe qui nous projette dans une France menacée par des pluies tellement acides dues à la pollution qu'elles peuvent faire fondre le métal de nos voitures, les toitures de nos maisons et la chair humaine. C'est dans ce contexte qu'on va suivre Selma, 15 ans, qui vit entre ses 2 parents divorcés et qui va à l'internat la semaine pour apprendre l'équitation, sauf que lorsque les nuages des pluies acides commencent à se rassembler et à menacer la zone où elle habite, ses parents vont se précipiter pour sauver leur fille et tenter de fuir la catastrophe. Alors j'ai trouvé le film super prometteur parce qu'en 2020, le même réalisateur, Just Philippot, avait sorti le film La Nuée, que j'avais beaucoup aimé, et les bandes annonces de Acide nous promettaient une ambiance très grise, une menace omniprésente puisque c'est la pure et simple menace de la pluie qui tombe, donc un truc extrêmement commun, et une ambiance post-apocalyptique et assez travaillée. J'étais vraiment intriguée et j'ai été super déçue en salle. Alors je n'ai pas été déçue sur les points sur lesquels j'attendais le film, les décors sont franchement soignés, on a quelques scènes avec une vraie tension, les moments où les nuages de pluie apparaissent et s'amoncellent dans le ciel, cette espèce de menace sourde qui est en plus accompagnée par une ambiance sonore qui tourne autour de l'humidité, qui est constante dans le film, j'ai beaucoup aimé. Ce que je n'ai pas aimé, c'est cette espèce d'écueil dans lequel tombent très souvent les films français, on en a parlé récemment avec le film Soudain Seul, c'est que le film se prend les pieds dans le tapis des problèmes sociaux et des problèmes de couple, des problèmes familiaux dont on se contrefiche. Déjà, l'ouverture du film, pour moi, c'était une vraie erreur. On dirait qu'elle a été rajoutée en post-production. C'est très bizarre, c'est filmé au téléphone, donc en vertical et pas en horizontal. Et c'est un moment de tension physique, un combat qui oppose des CRS et des gens qui manifestent dans une usine. Et en fait, on apprend après que le père de Selma, s'il a un bracelet électronique, c'est parce qu'il faisait partie des mecs qui résistaient, qu'il a frappé un CRS parce que le CRS avait frappé un de ses potes ou sa femme. Mais ça n'a rien à faire dans notre histoire et on s'en contrefiche. Et puis en fait, les parents ils sont divorcés parce que lui il a un bracelet électronique et que elle a un nouveau mec mais que l'autre il l'aime pas. Mais on s'en fiche. Mais qu'est-ce que ça m'épuise ça dans le cinéma français. Vous êtes pas capable de nous faire un film qui nous ne parle pas de problèmes sociaux et qui ne soit pas hyper politique et hyper ancré dans notre réel actuel. Si je vais au cinéma, c'est pas pour ça, et surtout dans un film qui dans sa bande-annonce me promet de me parler d'un scénario post-apo avec des pluies acides qui vont fondre des bagnoles. Moi j'y vais pour voir des bagnoles fondues, pas pour voir les problèmes de couple de Janine et Jean-Michel parce que Jean-Michel a un bracelet électronique. Ça m'est complètement égal. Et ça étouffe le film. En plus de ça, le jeu d'acteur n'est pas transcendant. Au casting, le premier rôle est porté par Guillaume Canet, c'est un acteur que j'apprécie pas forcément, donc ça a dû jouer dans mon appréciation du film et de la façon dont il joue, mais j'ai pas trouvé que les scènes fonctionnaient bien, j'ai pas trouvé que les interactions entre les personnages fonctionnaient bien. Ils passent d'une émotion à l'autre, mais de façon unique, il n'y a pas de nuance entre les deux, c'est d'abord colère, inquiétude, joie, tristesse, c'est vraiment très monolithique j'ai trouvé comme jeu. Après, la bande sonore est quand même bien, les décors sont quand même bien. J'ai aimé l'univers qu'ils ont essayé de me proposer, mais malheureusement ils ont complètement étouffé
leur film, ils ont étouffé l'univers qu'ils ont voulu créer en y ajoutant plein de sous-intrigues, de sous-scénarios ou de contexte social qui vient complètement phagocyter l'idée originale du court-métrage original, ce qui fait qu'au final, la version longue est bien moins pertinente que la version courte, alors que c'est le même concept. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de voir la version courte, elle est disponible sur Canal+, elle est sortie en 2018, elle dure que 15 ou 20 minutes, enfin entre les deux je crois. J'ai beaucoup plus apprécié le court-métrage que le rendu du film long-métrage. J'aime l'idée qu'il ait voulu prendre ce concept qui était pertinent et l'agrandir et lui donner plus d'ampleur, mais je n'ai pas aimé la façon dont il lui a donné de l'ampleur parce que j'ai l'impression qu'il n'avait pas grand chose à raconter et qu'il a juste rajouté des espèces de lieux communs pour nourrir son film et faire en sorte qu'il arrive à durer 1h40. Et j'ajouterais que la fin est quand même un peu trop tirée par les cheveux. Les films catastrophes sont pas faits pour être des films réalistes, mais il faut quand même qu'ils se tiennent par rapport à leur propre univers, si vous voulez. Donc ce sera pas un bon souvenir de 2023, surtout que le film est sorti à peine une semaine avant Le règne animal, qui lui avait tout éclaté. On en avait également parlé dans un avis rattrapage sur TikTok, donc vous pourrez retrouver la vidéo. Voilà donc pour notre rattrapage du jour. La nouvelle année et les fêtes ne signifient pas que les sorties cinéma intéressantes s'arrêtent durant les 2 semaines que dure cette période, et autour du 27 décembre, on a quand même eu quelques sorties intéressantes, notamment le film dont je vais vous parler aujourd'hui, qui m'avait tapé dans l'œil quand j'avais vu sa bande-annonce parce que film d'animation, parce que animation originale et parce que petite histoire qui avait l'air toute mignonne, c'est le film Mon ami robot. Ce film est donc sorti le 27 décembre 2023, il dure 1h30, c'est donc un film de type animation musicale d'après les différentes fiches que j'ai pu trouver sur le web. Personnellement je dirais plutôt que c'est un drame, parce que oui, je pensais aller voir un film tout mignon et absolument pas. Le film nous propose d'être projeté dans un univers qui ressemble à notre New York mais qui est peuplé d'animaux qui se comportent comme des humains, et on va suivre Dog, qui est donc un chien, qui se sent un petit peu seul dans sa vie quotidienne, il a pas trop d'amis, il a pas de personne avec qui partager les plaisirs de la vie, mais sa vie va changer lorsqu'il va voir une publicité à la télé qui présente un robot toute dernière génération qui promet d'être ton meilleur ami pour la vie. Il commande et monte son nouvel ami qui va donc s'appeler Robot, et il commence à vivre une vie de petits plaisirs quotidiens où il découvre le roller, il emmène son ami Robot se balader dans les rues de New York et un jour ils vont même à la plage pour se baigner. Cependant, Robot, la baignade c'est pas son truc comme vous en doutez, et il va donc se retrouver tout figé sur place. Chien va donc être obligé de l'abandonner sur la plage et malheureusement c'était le dernier jour de la saison estivale. Robot va donc se retrouver coincé pour l'année entière sur la plage alors que son ami va devoir continuer de vivre sa vie de son côté en espérant pouvoir aller le récupérer l'année suivante. Et comme je vous l'ai dit, moi je pensais aller voir un truc tout plein de bonnes ondes et de paillettes qui allait mettre un petit peu de douceur dans mon existence. Les dessins sont assez enfantins, très colorés, l'ambiance musicale qui est très présente dès le début du film nous introduit un film Pepsi, entraînant, qui donne envie d'en savoir plus avec cette belle petite amitié qui va se forger entre chien et robot. Et si les qualités visuelles du film et les couleurs Pepsi restent tout le long de l'intrigue, je me suis surprise avec quelques larmes aux yeux à de nombreux moments parce qu'en fait le film est très dramatique. Alors c'est pas un défaut, c'est juste que ça m'a vraiment surprise, parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est un très bon drame qui parle de la solitude, qui parle de l'amitié, qui parle du deuil que l'on doit faire de certaines relations, qui parle de l'espoir qu'on continue à nourrir toute sa vie, de personnes qui ont fait partie de notre existence et qui n'en font plus partie et qu'on espère voir revenir. C'est très très beau, c'est très humain, c'est très poétique. Le film est en plus assez silencieux, il y a très peu de dialogue, nos personnages parlent très peu, et pourtant il y a plein d'émotions qui passent, c'est franchement très fort. Tu sens que le film il a envie de te faire du mal en fait, par moments il y a des passages où tu te prends à espérer et on vient t'enfoncer des pieux dans le cœur, c'est assez dur et j'ai pleuré plus d'une fois, mais c'était des larmes de poésie et de beauté nostalgique je dirais, et j'ai quand même passé un très bon moment en salle. Donc si jamais le film vous intriguait ou si ce que je vous ai expliqué sur le film vous donne envie de le découvrir, je vous le recommande chaleureusement. C'est un film qui peut être un petit peu dur émotionnellement, qui nous fait faire des charivaris dans le cœur, mais qui a un beau message, une belle profondeur. En fait, malgré ses aspects un petit peu naïfs initialement, le film est très intelligent et très bien écrit et ça m'a vraiment fait plaisir de le découvrir. Je mettrai quand même un petit avertissement pour ceux qui souhaiteraient regarder le film avec des enfants. Le film est triste, enfin vraiment. Après, c'est une émotion totalement normale et le film est ni violent, ni gore, etc. Les thèmes qui sont abordés, de l'amitié et du fait de perdre quelqu'un qui est important dans ta vie, c'est des thèmes
qui font aussi partie de l'enfance, mais je préviens quand même les parents qui souhaiteraient montrer le film à leurs enfants, il y a des larmichettes, hein. Moi ça me fait toujours mal au cœur de voir des enfants pleurer, donc je préfère prévenir. Voilà en tout cas pour l'une des dernières sorties que j'attendais de l'année 2023. Il y en a d'ailleurs une autre avec Nicolas Cage, mais ça, ce sera pour une autre fois. Et c'est vrai, je me suis creusé la tête pour savoir quel film choisir pour terminer ce marathon des rattrapages de 2023. Et au final, quand on y pense, quoi de mieux que terminer par mon avis sur la Palme d'Or de l'année, le film Anatomie d'une chute. Le film est sorti le 23 août 2023 en France, il a bien évidemment été disponible avant dans les différents festivals, et notamment au Festival de Cannes où il a donc reçu la récompense suprême de la Palme d'Or. Personnellement, je suis très souvent en désaccord avec les récompenses à Cannes, du moins ces dernières années. J'ai toujours pas compris l'intérêt qu'on a trouvé au film Triangle of Sadness. Je déteste le film Titane, c'est vraiment une détestation très personnelle, mais ça a été plus qu'une déception, j'ai juste été dans la totale incompréhension quand je me suis dit que ce film avait été récompensé de la Palme d'Or. Donc c'est pas forcément avec un enthousiasme démesuré que je découvre ces films en salle, mais j'avoue que j'étais intriguée par la bande-annonce d'Anatomie d'une chute quand il a été annoncé. Alors le film dure 2h32, c'est plutôt un gros morceau, mais personnellement ça me pose pas de problème si la durée du film est logique par rapport à ce qui nous est raconté. C'est un film de type thriller avec une enquête, ou plutôt un procès pour le coup, qui va reconstituer l'enquête et reconstituer les différents éléments autour de la mort d'un homme. Il aurait fait une chute assez douteuse du 3e étage de son chalet dans les Alpes. Son corps a été découvert par son fils et la principale suspecte, c'est la femme que l'on va suivre durant tout le film, Sandra, sa femme. C'est donc à travers les yeux de Sandra et de son fils Daniel qu'on va suivre un petit peu les différentes étapes du procès, les différentes révélations et les reconstitutions de certaines scènes de vie de famille ou de certaines scènes du crime en lui-même, et qu'on va essayer tout au long des 2h30 du film de se faire un avis sur cette affaire troublante. La première fois que j'ai vu le film, je l'ai vu en salle, je suis allée le voir au cinéma plusieurs semaines après sa sortie, puisque j'avais laissé la hype un petit peu retomber, et la séance s'est super mal passée, ils ont été obligés d'allumer la lumière en plein milieu, etc. Enfin, il y a eu une histoire, ils étaient malades, enfin bref, j'ai pas compris, moi-même j'étais pas trop dans le mood, donc j'ai eu l'impression d'être passée complètement à côté du film, et ça faisait partie des films que je voulais absolument revoir avant la fin de 2023, je l'ai donc revu hier, c'est tout frais, et je vous avoue que ce revisionnage m'a permis de beaucoup plus l'apprécier. Alors, personnellement, je ne crierai pas au chef-d'œuvre comme beaucoup l'ont fait, mais il faut reconnaître que c'est un très bon thriller, ou plutôt un très bon film de procès. Pour moi, les films de procès, c'est vraiment une catégorie à part dans le monde de l'enquête et du thriller, et là, pour le coup, c'est un très bon film de procès. Les personnages sont tous assez énigmatiques, le milieu, cette espèce de village isolé, cette espèce de chalet qui devient le centre de notre univers, le centre du crime, le centre du procès, assez bien choisi, assez bien filmé, la musique obsédante que l'enfant joue au piano et qui vient comme une sorte de refrain tout au long du film apporte vraiment quelque chose à l'ambiance. Le personnage principal qui s'appelle Sandra et qui est joué par une actrice qui s'appelle également Sandra Hüller, je l'ai trouvé très intéressant parce que c'est un personnage particulièrement froid. On a tendance dans les films de thriller de choisir une sorte de victime ou un flic très torturé et de tourner autour de ce personnage. Là, il n'y a pas vraiment de personnage central auquel on peut se raccorder émotionnellement, à part peut-être le jeune Daniel, et encore même lui, il est plutôt ambigu. J'ai aimé en fait que tous les personnages soient ambigus et que au final, ce soit à nous de nous faire notre petite intime conviction, comme on dit dans le monde du procès. En fait, on est comme un juré d'assises qui assiste à toute cette histoire et j'ai beaucoup aimé. Après, voilà, comme je vous dis, c'est pas un coup de cœur. Je trouve quand même que le film a quelques longueurs. Ils ont mêlé à ça une espèce de romance en filigrane que j'ai pas trouvé très intéressante. C'est des personnages secondaires qui sont d'ailleurs très peu intéressants, comme la policière qui reste chez eux pour garder l'enfant. C'est un personnage que je trouve pas intéressant. Il y a toute une scène assez longue avec elle qui est assez centrale dans la position de Daniel dans le film, que je trouve très creux au niveau des dialogues. Donc il y a comme ça quelques moments qui sont pour moi en sous-régime, mais c'est quand même un très bon film, une très très bonne BO surtout. Franchement, cette musique en refrain là, c'est hyper pertinent. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande et c'est assez rare pour une Palme d'Or. Donc je suis vraiment contente que cette année on soit allé vers ce film-là. Je suis vraiment contente de l'avoir autant apprécié au revisionnage. Comme quoi, les conditions dans lesquelles on voit un film, ça peut jouer un rôle assez important au final. Et je suis également contente de clôturer, ou presque, ce marathon 2023 sur cette Palme d'Or. Pourquoi je dis ou presque? Parce qu'en fait, des films que j'ai vus cette année, il y en a encore en stock, oui, je sais. 31 jours, ça ne suffisait pas parce qu'il y avait plus de 31 films que je vous ai cachés. Et en plus, comme j'ai vu que le format semblait vous plaire, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube où je les compile au bout d'une semaine, je me suis dit, autant aller au bout de cette semaine qu'on a commencé ensemble et vous parler encore de
4 autres films, ou plutôt 3 films et une série que j'ai vue en fin de mois de décembre et dont j'aimerais vous parler avant que la nouvelle année ne s'installe. On ne se dit donc pas au revoir tout de suite, on se revoit demain pour d'autres films de 2023 dont on n'a pas encore parlé, mais je vous souhaite quand même une très joyeuse année, passez un bon réveillon de la fin d'année, je vous souhaite de très bien commencer la nouvelle année cette nuit et on se revoit très vite pour se souhaiter les vœux et parler cinéma comme toujours. Allez, à demain.